Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast 100% dédié aux marchands de biens. Alors c'est un podcast que je viens de préparer en juste 3 minutes. Pourquoi ? Parce que je viens de recevoir une excellente nouvelle pour ma suite de carrière de marchand de biens et je voulais absolument partager ça avec vous et je me suis dit GG, c'est l'occasion aussi de revenir un petit peu sur presque 2 ans de démarrage d'activité de marchand de biens. On a ouvert la société en janvier 2024 et là au moment où je tourne cette vidéo et ce podcast ou ce podcast en format vidéo, peu importe, nous sommes très précisément le jeudi 9 octobre 2025, donc un petit peu moins de 2 ans. Et au bout de 2 ans et au bout de quelques opérations réalisées, il y a des enseignements à tirer. Et pourquoi je vous fais cette vidéo là aujourd'hui, enfin ce podcast, peu importe, parce que je viens d'avoir une excellente nouvelle, à savoir que après 4 ou 5 opérations réalisées, une banque nous suit maintenant sur nos prochaines opérations. Et oui les amis, jusqu'à présent, on finançait tout ça en fonds propres et je vais tout vous expliquer, tout de A à Z. Pourquoi je me suis lancé dans du marchand en janvier 2024, c'était quoi les raisons, quelles difficultés en fonction des opérations. Bref, je vais essayer d'être le plus explicite et transparent possible comme à chaque fois. Donc voilà, si ce sujet du marchand de biens t'intéresse, bah écoute, je t'invite à l'écouter, à le commenter, à le liker, à le partager, pourquoi pas. Et me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Tu pourras également me mettre des petits commentaires si tu as des questions, notamment sur YouTube. Voilà, donc je suis trop content les amis, vraiment ça faisait un moment qu'on bataillait pour avoir ce financement. Et donc aujourd'hui on a un établissement bancaire qui est OK pour nous suivre sur les opérations et qu'est-ce que ça va changer pour nous. Alors avant de te dire ce que ça va changer, on va un petit peu revenir en arrière, on va remonter le temps de 2 ans. Donc on est, on va dire, en septembre-octobre 2023. Donc septembre-octobre 2023, à l'époque, c'est le moment où je quitte mon salariat pour me mettre 100% à mon compte. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah, tu le sais, hein, moi je suis professionnel de l'IMO depuis janvier 2021. J'ai fait plus de 1000 visites immobilières. J'ai accompagné des centaines de clients pour un peu plus de 12 millions d'euros d'investis pour les clients, pour moi, enfin bon bref, au global. Donc ça fait, t'imagines bien qu'il y a quand même un vécu qui est important. Il y a une expertise, une expérience terrain qui est... je ne vais pas dire impressionnante, je ne vais pas me lancer des fleurs, c'est pas le but du tout, mais qui est en tout cas qui est existante et qui est importante. Donc, en septembre-octobre 2023, j'ai déjà un réseau d'établis. Je connais donc un réseau, voilà, tous les professionnels qui vont graviter autour du monde de l'investissement immobilier. Et j'ai une excellente connaissance du terrain, du secteur, de mes secteurs de prospection, donc à savoir Rennes, et puis on va dire 2 heures aux alentours de Rennes. Donc bien sûr, ces zones, elles se sont élargies depuis, hein. Je maîtrise de plus en plus de territoires à force de faire des visites, d'analyser des projets, etc. Mais en septembre-octobre 2023, on me présente une opportunité en off-market sur un bien voilà, qui est placé dans Rennes. Il s'agit d'un appartement de 95 mètres carrés dans un bon quartier et sur laquelle on a un profil de personne qui est pressé de vendre. Donc moi je vais visiter le bien, franchement c'est une pépite. C'est un bien qui est déjà en dessous du prix du marché, en off-market, qui a différentes problématiques, mais on va y revenir juste après, à résoudre. Et je me dis, putain Jérôme, les chiffres, les métriques, encore une fois les amis, c'est ce que je vous dis à chaque fois, maîtrisez votre sujet, maîtrisez vos métriques, maîtrisez votre secteur et vous allez maîtriser votre projet, votre risque et voilà. Donc c'est vraiment la base, c'est le B à bas et je démarre quasiment tous mes accompagnements par ça avec les analyses de secteur, etc. Bon bref. Donc je trouve cette dinguerie, cette anomalie de marché clairement et là je me dis putain Jérôme, je pouvais, voilà, je quittais le CDI, donc je savais très bien que en locatif, ça passerait pas. Et dans tous les cas, en locatif, les chiffres ne m'intéressaient pas, on va dire.
Donc je me suis dit, par contre, il y a un super coup à faire sur une opération de marchand. Mais aujourd'hui, voilà, j'avais pris un peu la température au niveau des établissements bancaires avec lesquels je travaillais sur mes projets personnels. Ils m'avaient tous dit que c'était mort, qu'ils ne financeraient pas du marchand de biens. Donc je me suis dit, bon Jérôme, c'est la merde. Et là, en fait, dans mon réseau d'investisseurs rennais, on va dire, j'avais quelqu'un qui est mon associé, que je vais citer, qui s'appelle Paul, que j'avais rencontré il y a je l'avais rencontré Paul en 2019. Il va venir sur le podcast parce que vous allez voir, c'est un ovni. Je suis trop fier de travailler avec lui, de collaborer avec lui. C'est vraiment un ovni, ce type. Et bref, je l'aime très fort. Et donc bref, Paul, je l'avais rencontré quelques années auparavant. Il avait 19 ans à l'époque. Donc on a une grosse différence d'âge. Et on se côtoyait, mais voilà, et on s'était perdu de vue. Et puis après, on a commencé à fréquenter les mêmes réseaux d'investisseurs, on a commencé à reparler, etc. Et il y a toujours une belle alchimie entre nous. On a vraiment l'impression que je parle de ma femme ou du moins d'une relation de couple, mais une association, mine de rien, c'est un peu ça. J'ai déjà fait des épisodes sur comment bien choisir ses associés, donc si ça vous intéresse, je vous inviterai à aller consulter tout ça. Et bref, et Paul, je lui parle de cette opération parce qu'on s'était vu peu de temps avant, et il me dit, bah écoute Jérôme, moi je peux choper le financement. Ah, ok, game changer. C'est-à-dire que je trouve l'opération sur le papier, elle est folle, mais je peux pas avoir les sous. Par contre, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui peut avoir l'argent pour porter le projet. Et donc, on démarre notre association comme ça. On la démarre comme ça. Et comment dire, on a du coup sur ce projet-là des chiffres absolument dingues et des problématiques à résoudre. Donc les chiffres dingues, pour te donner un ordre d'idée, on est sur un prix d'acquisition au mètre carré à 1 700 €, là où le secteur du marché en vaut 3 500. Donc c'est une opportunité assez rare sur le bassin rennais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, avec l'agent IMO avec lequel je collaborais déjà depuis plusieurs années, j'arrive en plus, donc le bien était affiché 178 000 €, je crois, de mémoire. J'arrive à le négocier à 160 000 € net vendeur en argumentant différentes choses, notamment un financement cash sur le bien. Et on a différentes problématiques à résoudre, à savoir un locataire en place qu'il faut qu'on fasse partir en bonne intelligence, un DPE qui est pas bon et un problème de sanibroyeur. Donc on résout ces différentes problématiques, le locataire, on se met d'accord à l'amiable avec lui, on lui laisse le temps, on a porté l'opération il est resté en place pendant 9 mois, le temps de trouver des solutions pour lui, etc. Bref, mais les chiffres étaient tellement beaux qu'on était OK. Et donc après, c'est un bien qui est en copro. Je suis désolé, l'épisode il va être décousu parce que je me suis pris 3-4 notes, mais l'idée c'est que vous compreniez un peu la logique globale de l'évolution des opérations et les leçons surtout que j'en tire et comment on les a articulées. Donc cette opération-là, donc on est sur une configuration d'un appart de 95 mètres carrés qui est divisé en 2 appartements, mais de manière officieuse. Et nous, on voulait rendre les choses officielles. Donc à savoir régulariser auprès de la copro qu'il y a deux lots à l'intérieur d'un seul cadastré aujourd'hui, et pour pouvoir revendre séparément les deux lots, c'était le but initial de cette opération. Deux lots existants, et on revend chacun des deux lots au détail. Sauf que ça n'est pas passé du tout comme prévu. Je vous passe vraiment dans les grandes lignes les détails, mais on s'est heurté à une copropriété qui n'était pas du tout à l'écoute de notre projet, qui a vu avec notamment un président de syndic de copro qui était bête comme mes pieds et qui était jaloux qu'on fasse de l'argent ou qu'on envisage de faire de l'argent là-dessus, bien qu'on avait amené l'opération comme étant du locatif auprès de la copro. On voulait officialiser pour faire 2 locatifs. Bon bref, peu importe, passons les détails. Donc ça l'a pas du tout fait. La copro a refusé vraiment notre division officielle et on a du coup dû changer notre fusil d'épaule. Alors fort heureusement, et c'est ce que je conseille vraiment de plus en plus, c'est qu'il faut un plan A, un plan B et limite un plan C. Et nous on avait les 3 scénarios et c'est pour ça qu'on s'en est très bien sorti. Donc le plan B c'était quoi? C'était revendre le projet sous résidence principale, 95 mètres carrés bien placé, avec une place de parking, un grenier. Donc bref,
C'était sexy. Et ou alors revendre le projet sous forme colocation, en projetant des chiffres, en projetant une rentabilité, etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait du coup? C'est exactement ce qu'on a fait. On a mis une annonce. Au début on l'avait mis à un agent mais qui n'a même pas réussi à nous le vendre. Et donc finalement c'est moi qui me suis chargé de mettre l'annonce, de projeter les acquéreurs avec des chiffres. On a fait réaliser également des plans de projection en 3D par une architecte d'intérieur pour aider justement les futurs acquéreurs à se positionner, à voir les espaces, parce que finalement la configuration elle était en 2 volumes, 2 appartements, et sur une coloc ou une RP il fallait entre guillemets tout péter pour reconfigurer différemment. Donc on a fait ça, on a projeté on a projeté les acquéreurs et on a réussi à sortir ce projet-là. On l'a mis en vente finalement, c'était à la suite du départ du locataire en septembre je crois, et le bien on l'a vendu mi-octobre, un truc comme ça. Donc ça allait relativement vite une fois que le locataire était parti pour le revendre, même si le plan initial n'était pas celui que l'on voulait. On s'en est très bien tiré. Je vous fais pas le détail de la marge opération par opération, c'est pas le but ici, le but c'est de tirer des leçons. Donc première opération, donc réussi, on l'a porté quasiment 1 an, le temps de signer ensuite entre la compromis et la date de réitération, il s'est passé quasiment 1 an, mais on a réalisé une très belle marge avec au final très peu d'heures de travail. Autre opération menée en même temps, alors pour être totalement transparent, l'autre opération de division dont je vais te parler, je l'ai fait avec un autre associé sur une autre structure. Mais peu importe, il y a quand même des leçons à tirer. Il s'agissait d'une opération de division parcellaire, de détachement d'un terrain avec une maison. Donc typiquement, on était sur une vieille maison néo-bretonne sur laquelle il y avait une bandelette de terrain sur le côté. On a divisé, on a revendu le terrain d'un côté, on a rénové la maison qui était une vraie passoire énergétique, qui était en G, on l'a remontée en C de mémoire. On a fait tous les travaux intérieurs et on a ensuite revendu. Alors, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Le terrain, finalement, on a réussi à le revendre sans trop de difficultés. Ça l'a fait parce qu'on était sur un petit prix. Voilà. Par contre, la maison, ça a été beaucoup plus complexe parce que le délai des travaux, on a pris 6 à 8 mois dans la vue. Donc avec des intérêts aussi qui couraient de l'autre côté. Donc, si c'était à refaire, je ne referais pas comme ça. Et à la fin, vraiment, je te retirerai toutes les leçons vraiment, et je me reprends des notes au fur et à mesure, des choses à faire ou ne pas faire en marchant, ou en tout cas telles que moi je vois les choses maintenant. Et encore plus, voilà, sur ce projet de division et de rénovation de maison, on est finalement responsable pendant 10 ans des travaux qu'on a fait faire par les entreprises. Donc voilà, mine de rien, l'un dans l'autre, ça m'emmerde. Sur le papier, ça m'emmerde. Mais il y avait quand même des chiffres à aller chercher et on a bien fait les choses. Donc voilà, donc ça a été deux opérations. Donc la division fait avec un autre associé et le premier appart dont je te parlais là à l'instant fait avec Paul. Et ensuite, finalement, toutes les autres opérations dont je vais te parler, c'est avec Paul qui est aujourd'hui mon binôme vraiment, on va dire, attitré sur le marchand. Quelles sont les autres opérations qu'on a fait ? On a fait ensuite l'achat de deux studios, un lot de 2 appartements finalement qu'on a très bien acheté, qu'on a bien négocié. C'était moi qui avais fait l'OP également. Et ensuite qu'on a revendu à un investisseur en prenant une petite marge. Voilà, ça c'est une opération qui allait assez vite. Typiquement, on a acheté en janvier, le bien on l'a revendu en mars ou avril, quelque chose comme ça. L'idée c'est que nous on avait tellement tiré les prix, pareil en jouant, en argumentant, etc. Qu'on avait un prix d'acquisition défiant toute concurrence. On a fait une légère marge là-dessus, pour que le prochain acquéreur finalement soit déjà lui-même gagnant en achetant au prix auquel on lui le revendait. Donc ça a été une deuxième opération finalement, achat en lot, du volume, on achète du volume. Et là notre acquéreur en plus nous a réacheté les 2 studios. Donc voilà, ça c'est une opération finalement qui s'est passée assez facilement. Il n'y avait pas trop de difficultés, on n'a pas eu de difficultés quelconques. Suite à cela, on a fait justement, donc ça c'est de début d'année, on a acheté, ouais c'est ça, janvier 2025, revendu en février, en mars-avril, grand max 2025. Alors, il faut savoir quand même que la difficulté quand tu démarres, et c'est là tout mon propos,
c'est que tu marches sur des œufs. Tu marches sur des œufs parce que clairement, tu fais du all-in. Donc je reprends le début. On nous a prêté une certaine somme d'argent pour réaliser notre première opération. Voilà. Donc Paul, lui, dans son entourage, il avait quelqu'un qui comment dire, avait de l'argent de disponible à nous prêter pour qu'on puisse investir sur nos opérations de marchand. Alors bien sûr, cette personne-là, faut cadrer les choses, j'aurais peut-être dû démarrer par ça d'ailleurs, on cadre les choses, on fait un contrat chez notaire, une reconnaissance de dette, etc. Et cette personne, elle est rémunérée tous les mois contre intérêt. Voilà. Donc tous les mois, nous, on lui verse une rémunération, qui est une très belle rémunération, hein, qui est un très très beau SMIC hein, quand même. Voilà, c'est les intérêts, comme si c'était une banque, hein, on va dire. Donc on a très bien encadré les choses hein, avec le notaire, le contrat, etc. Sauf que quand on a acheté le premier bien de l'appartement en question, tu te doutes bien qu'on a fait, enfin tu te doutes bien, tu le sais pas mais je te le dis, on a fait all-in en fait sur l'opération, c'est-à-dire qu'on a posé quasiment tout le cash. Il nous restait un peu de trésor par rapport à ce qu'il nous avait prêté au début, mais on a quasiment mis tout le cash et on pouvait faire aucune autre opération à côté. Et il a fallu finalement arbitrer cette première opération pour ensuite enchaîner sur une deuxième. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que du coup, le bien, on l'a revendu, cet appart, on l'a revendu, je pense, le 2 janvier ou le 5 janvier. Le 31 janvier, on était propriétaire des 2 autres studios qu'on a revendus en avril. Et ainsi de suite. Et on a continué comme ça, finalement, avec l'achat d'une troisième opération, à savoir l'acquisition de 3 appartements sur lesquels on est devenu propriétaire, je crois, en mai ou juin. Donc suite à la vente et du cash qui est revenu sur les 2 studios et de la marge prise, etc., on a pu acheter un lot de 3 appartes que pareil, prix de gros, on a... là, c'est Paul qui a porté l'OP sur la négociation, etc. Donc, on a acheté pareil en volume un lot de 3 sur des prix, sur des métriques très intéressantes et on revend au détail finalement. On n'a pas fait grand chose à l'intérieur si ce n'est résoudre des problématiques de DPE. Toute notre négociation et notre prix d'acquisition a tourné autour du DPE. J'en avais fait d'ailleurs une vidéo YouTube là-dessus, à savoir que le diagnostiqueur, quand notre vendeur, enfin le vendeur, la personne à qui on a acheté nous a présenté le bien, les DPE apparaissaient en G. Simplement, c'est là où toute l'expérience terrain joue. Nous, on savait très bien que de par ce qu'on voyait comme élément, il y avait des incohérences entre le rapport du diagnostiqueur et la réalité. Et on savait très bien que en faisant passer un diagnostiqueur plus compétent, qui fait partie de notre réseau, les éléments rentrés n'étaient pas bons, donc forcément quand on allait rentrer les bons éléments, les diagnostics allaient forcément remonter. Et ça n'a pas raté. Quand on a fait repasser notre diagnostiqueur suite, on l'a même fait avant de devenir propriétaire hein, pour être sûr. Et ben en fait mécaniquement les apparts ils sont remontés en E voire en D sur certains. Donc d'un problème qu'on avait, sur lesquels on avait martelé hein, sur notre négociation, etc. C'est du G, c'est du G, c'est du G, bref. En fait, en refaisant passer un diagnostiqueur compétent cette fois-ci et en lui montrant par A plus B que le précédent diagnostic était incohérent, on est remonté sur une belle note, ce qui nous a permis en fait de revendre très facilement les produits. On est sur des produits entre 60 et 90 000 euros l'acquisition, sur des appartements qui sont, allez, j'ai envie de dire, dans leur jus, et encore, c'est largement habitable, mais voilà, c'est un petit peu, faut changer la cuisine, la salle de bain, un coup de peinture et limite le sol si t'en as envie. Ballon d'eau chaude, VMC pour encore améliorer la notation DPE. Mais bref. Et donc en fait, notre cible, c'était clairement le primo-accédant ou bien l'investisseur qui avait un peu de billes à placer, qui voulait faire les travaux par lui-même ou pas d'ailleurs, parce que même si tu sous-traites, l'OP elle était quand même très intéressante. Et du coup, donc ça a été notre autre opération. Donc là, on vient de signer le dernier compromis de vente il y a à peu près une dizaine de jours de ça. Donc on va acter et on a reçu une offre sans condition de financement, hein, une offre cash. Donc ça, ce sera acté. On va d'ici la fin d'année, on sera passé chez le notaire pour justement revendre ce troisième lot sur cette troisième opération.
Bon, j'espère que je suis assez clair les amis en tout cas. Donc là on en est, dites-vous, là je vais arrêter ça au 9 octobre. On vient de revendre le troisième lot. On vient quasiment de clôturer la troisième OP. Enfin, quatrième pour moi mais troisième avec Paul. Où on va passer chez le notaire du coup en décembre. Donc tu me diras, ok Jérôme c'est bien beau mais pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que je te l'ai dit juste avant, typiquement quand tu as très peu de fonds au démarrage, donc nous on t'avance opération par opération, tu es obligé finalement de clôturer une OP avant de pouvoir racheter une autre et etc. etc. Donc ça prend du temps, c'est très chiant le début, à moins de disposer de très forte liquidité pour démarrer, c'est long, c'est chiant et franchement, encore une fois sur ce podcast, si tu me suis depuis longtemps, tu sais très bien que je suis le plus authentique, le plus transparent possible. Quand on me dit que le marchand, c'est trop bien, c'est facile, oui et non, j'ai envie de te dire. Et à la fin, je te tirerai les leçons. Si tu n'as pas de cash à poser sur la table au début, aujourd'hui, la banque ne va pas te financer. Dites-vous là que moi, malgré mon statut de professionnel de l'immobilier, de toute mon expérience et tout, les banques au début ne me suivaient pas parce que en marchand de biens, je n'avais pas d'expérience à leur montrer. Et donc finalement, on en arrive à cette quatrième opération que j'ai sourcée en juin ou juillet dernier, je sais plus. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Mais typiquement, là, je vois vraiment un ovni, pareil, une anomalie de marché. Un immeuble de rapport dans une ville sur laquelle je travaille beaucoup, qui est affiché à 800 € du mètre carré, qui a 4 appartements, là où un prix de secteur marché, il est à 2004-2005, quasiment 3 fois moins cher. Et donc quand je vois l'annonce qui tombe dans mes radars, je me dis, c'est quoi ce délire? Donc j'appelle l'agent, je fais du forcing auprès de l'agent. Je tombe d'abord sur la secrétaire. Ensuite, j'ai l'agent au téléphone. Vraiment, je fais du forcing en lui disant, je veux venir voir ça, le bien m'intéresse. Ok. Donc, je lui demande quand même 2-3 petites infos à distance, parce que j'ai quand même de la route, j'ai 2h30 aller-retour. Donc, je lui demande des infos pour vérifier quand même le secteur, l'emplacement, etc. Donc, il est ok pour me les donner. C'est pas toujours le cas, mais j'ai réussi à lui tirer les verres du nez avec des techniques de professionnels de l'immobilier, les amis. Et oui, quand on sait quoi demander, en amenant bien les choses, on obtient quasiment toujours les infos qu'on veut. Et donc en fait, quand il me confirme et qu'il me donne un peu le détail de l'OP, je me dis mais vraiment c'est une dinguerie ultime. Et donc là, je fixe un rendez-vous pour le lendemain. Je dis bah écoutez, moi je peux être là demain, vous me dites l'heure, j'annule tous mes rendez-vous, je viens. Et ça n'a pas raté. Il me donne rendez-vous le lendemain à 11h, moi je bouscule tout mon emploi du temps, je me rends sur place. Je vois le dossier, mais à la limite, avant même de me déplacer sur place, je savais que j'allais faire une offre en fait. Je savais que j'allais faire une offre. Et s'il n'y avait pas de loup, de red flag, vraiment d'anomalie structurelle ou autre, j'y allais quoi, parce que c'était une opportunité à pas rater. Donc voilà, on se donne rendez-vous à 11h, je fais le tour du projet. Sortie de visite, je lui dis bah écoutez, moi aujourd'hui je vous fais une offre au prix sans condition de financement. Pourquoi je fais sans condition de financement? Parce que avec la trésorerie qui était revenue sur les opérations précédentes, on avait les fonds, on avait les reins assez solides, les fonds propres en tout cas, pour acheter le projet cash. Donc voilà, entre le moment où les ventes allaient être effectuées sur les opérations précédentes et le moment où on allait devenir propriétaire de cet immeuble, les fonds seraient revenus. Donc ça n'a pas raté, on a les fonds aujourd'hui sur le compte pour pouvoir acheter cash ce projet immobilier. Mais en parallèle de ça, et tu comprendras mon excitation à l'idée d'avoir une banque aujourd'hui qui me suit, enfin qui nous suit, c'est que on se dit ça faisait un moment qu'on se disait putain là il faut qu'on fasse comment dire, faut qu'on ait un prêt, on est quand même trop on est trop limité dans notre développement sans financement bancaire. Parce que les amis, la règle avec la banque, c'est quoi? C'est en marchand, il faut amener à peu près 30% du projet. Donc sur cette nouvelle opération d'immeuble à diviser, typiquement on en a à peu près pour 220 000 € l'opération. Donc nous, à l'instant T, on fait all-in. Enfin, à l'époque où j'ai signé l'offre de prêt et le compromis, on était OK pour faire all-in. Mais par contre, ça obligeait encore une fois à arbitrer les biens au fur et à mesure pour pouvoir repartir sur une nouvelle OP. Et là, si on avait une banque à nous suivre, on avait finalement plus que 80 000 à poser sur la table et tout le delta, donc 150 000 dans les grandes lignes, on pouvait le
mobiliser finalement pour rebondir encore sur d'autres opérations, donc accélérer encore plus vite. Donc on a fait appel finalement à un courtier qui passera très certainement dans le podcast prochainement, qui est spécialisé pour les investisseurs, et il nous a décroché, après 3 mois de bataille avec un établissement bancaire pour les marchands, à nous décrocher un rendez-vous pour signer des offres de prêt. Donc la semaine prochaine les amis, je prends le train, je fais 3 heures de train pour rencontrer un établissement bancaire qui va nous suivre sur cette nouvelle opération, donc avec laquelle, en plus, il y a très peu de contrepartie. On ouvre un compte, on ouvre le compte courant, on met l'apport qui est nécessaire à réaliser cette opération et grosso modo, c'est parti. Et l'avantage derrière, c'est que l'opération, elle devrait être assez liquide, assez rapide, normalement. Je touche du bois, Inch'Allah. Donc, derrière, une fois qu'on aura montré que ça marche, ils vont être en mesure de nous resuivre sur d'autres opérations si les opérations correspondent à leurs critères. Mais vu qu'on n'est pas trop mauvais dans ce qu'on fait, je me fais pas trop de soucis. Donc voilà, l'excellente nouvelle, les amis, c'est que du coup, enfin, après presque 2 ans d'activité de marchand, 3 opérations, on va dire, conclues avec Paul, une avant ça, avec un autre associé, on a fait nos preuves finalement. Et tout le message en fait de ce podcast là, c'est un peu ça, c'est sur du marchand ou même en locatif, j'ai envie de dire, mais là on va quand même se concentrer sur du marchand. La banque va te demander de faire tes preuves à titre personnel pour vraiment montrer que tu sais ce que tu fais, que tu maîtrises ton projet, que tu maîtrises ton risque et que tu es en capacité à ramener des opérations qui vont être rentables, qui cochent les critères de la banque. Et nous, je vais reprendre un peu les chiffres, mais pour vous donner un ordre d'idée dans les grandes lignes, je prends mon PC en même temps. La moyenne de nos opérations en termes de taux de marge avec Paul, on est sur du 35, 32 et 50 la dernière avec les 3 apparts, et la prochaine arrivée elle est à 46%. Donc en fait on est en capacité aujourd'hui à trouver des opérations qui sont très intéressantes, qui sont intelligentes à porter. Voilà, on fait beaucoup de tri, beaucoup de sélection, on visite, on analyse beaucoup et finalement on va pas sur n'importe quoi. Typiquement aujourd'hui on raisonne beaucoup en termes de ratio temps énergie passée versus combien ça va me rapporter. Vraiment on bosse beaucoup comme ça, et d'ailleurs au fur et à mesure là, de cet épisode, j'ai pris quelques petites notes vis-à-vis des leçons à en tirer sur ce début d'activité de marchand. Aujourd'hui j'estime être encore un bébé marchand. Voilà, ça ne fait jamais que bientôt 5 opérations. Alors il y en a encore une autre qui est dans les tuyaux, qui est sur lesquelles on a une offre d'achat en cours. On attend la réponse incessamment sous peu pour pouvoir justement, encore une fois, réenchaîner. Mais finalement, j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est trop bien. Mais néanmoins, voilà, avec on va dire, ces 2 années de recul et les opérations que j'ai portées, j'ai, dégagé des leçons à en tirer un petit peu, des trucs assez généralistes, mais en tout cas qui vont peut-être toi te donner des billes aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésite pas encore une fois à me dire en commentaire de cet épisode ce que tu penses vraiment du marchand de biens, si c'est un truc qui t'intéresse, est-ce que tu te verrais te lancer, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour te lancer, etc. Parce que mine de rien, voilà, on ambitionne également avec Paul d'accompagner des marchands qui souhaitent se lancer, qui souhaitent démarrer. Donc écoute, si tu te reconnais là-dedans, tu as mes coordonnées autour de ce podcast, Instagram, le mail, peu importe. Donc je t'invite à me poser tes questions. On envisage également de créer des petits séminaires, des petits événements sur 2-3 jours. D'ailleurs, instant pub, c'est pas du tout prévu, et après on fera les leçons de ces 2 années d'activité. Des petits événements en fait de journée terrain, en fait, de visite d'opération. On vous explique un petit peu les choses, comment on voit les choses. C'est notre vision aujourd'hui, mais pour l'instant ça nous réussit en tout cas. Donc si ce genre de choses t'intéresse, n'hésite pas encore une fois à te manifester. C'est des choses qu'on pourra mettre en place soit d'ici la fin d'année, soit début d'année prochaine, en fonction du nombre de personnes intéressées par tout ça. Voilà, l'idée des événements, c'est en plus se rencontrer, être sur le terrain, être dans du concret. Encore une fois, pour toutes celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, mais pour tous les nouveaux, voilà, moi je suis quelqu'un du terrain. Quand tu as fait plus de 1000 visites, j'en ai bouffé. J'ai fait pareil une centaine de chantiers. Donc
au bout d'un moment, il y a quand même du vécu, il y a quand même pas mal de choses à transmettre. Et je ne sais pas si vous le ressentez, mais je suis passionné. donc voilà. Donc les leçons à en tirer, et après je regarde ma montre, il va falloir que j'aille chercher mes enfants à l'école. Ça va être quoi? Alors il y a des choses qui vont être finalement assez transverses par rapport à l'investissement immobilier. Il y a des compétences, et moi, tel que je l'enseigne dans ma méthode DPI, mes élèves de formation le savent. D'ailleurs, encore une fois, je refais une petite parenthèse, j'en suis désolé. J'ai quelqu'un l'autre jour qui vient me parler sur Insta. Jérôme, je t'ai entendu dans ton podcast, trop bien, machin, truc. Est-ce que tu peux me donner la liste des formations, le nom des formations ou la formation que tu as faite à tes débuts? Et en fait, sur le coup, j'ai pas compris la question et je dois dire que ça m'a un petit peu vexé. Parce que le gars m'écoute, il est OK avec mon expertise, il est OK avec mon expérience. Donc, sur le papier, entre guillemets, je suis en capacité de l'aider, quoi. Et il me demande à qui il peut s'adresser. Et je lui dis, bah écoute, moi mon grand, je fais de l'accompagnement également. Si tu veux, je peux t'aider. Et je me rends compte, en fait, tout ça pour vous dire que je me rends compte que finalement, sur les ondes de ce podcast, je parle de plein de choses, je présente plein d'invités, je parle de plein de sujets autour de l'investissement immobilier. Je vous montre ma passion, mon expertise. Et en fait, à aucun moment, je vous dis que j'ai un accompagnement. C'est hyper rare, je crois que j'en parle jamais. Et en fait, ce gars-là, l'autre jour, m'a fait penser à quel point j'étais un très mauvais marketeur. Et on rigole beaucoup avec mon alternant en se disant ça, c'est que j'ai une grosse expertise, mais j'arrive pas à la mettre en avant. Ou du moins, j'y pense même pas en fait. Donc voilà les amis, si vous avez besoin d'un accompagnement autour de l'investissement immobilier, que ce soit en locatif ou en marchand de biens, je suis disponible. Voilà, les choses sont dites. Vous avez de quoi me contacter. Instagram, un lien Calendly en dessous pour réserver un petit appel avec moi. Et sur ce, je referme cette parenthèse et je vous remercie par avance. Je remercie déjà les élèves qui me font confiance. J'espère pouvoir réaliser des interviews d'eux bientôt parce qu'il y a eu pas mal de projets à se débunker là sur des très beaux dossiers. Donc je suis très fier d'eux. Voilà, je referme la parenthèse. Et on en arrive enfin à ces 7 leçons que j'ai... Pourquoi je dis 7 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai même noté que 6. Allez, aux 6 leçons que je tire après ces presque 2 ans de marchand de biens. Donc, je disais, compétences transverses à l'investissement immobilier. C'est quoi? Maîtriser son secteur, c'est le B à bas. Maîtrise tes chiffres, maîtrise ton prix au mètre carré de secteur, maîtrise ton prix... Et en ce qui nous concerne, ton prix au mètre carré de revente. Donc ça, c'est le B à bas. Donc maîtriser son secteur, chaque rue a son importance. Au sein d'une ville, tu as des quartiers différents. Vraiment, il faut que tu sois quelqu'un du terrain qui sache exactement dans quoi tu mets tes billes, quel est le prix de ta rue, ton prix au mètre carré. Quelle va être également la cible à laquelle tu t'adresses. Qui c'est qui va t'acheter ou qui c'est qui va te louer dans le cadre de locatif ce bien-là? Est-ce que tu t'adresses à des familles? Est-ce que tu t'adresses à du primo-accédant? Est-ce que tu t'adresses à de l'investisseur? Ça, c'est primordial. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup réfléchi avec Paul avant de se positionner sur des OP. C'est à qui ça s'adresse. Parce qu'un bien, il a beau être bien sur le papier, si demain en face t'as pas d'acheteur en marchand, bah t'es baisé. Donc il faut vraiment toujours se mettre dans la peau de l'avatar un petit peu. Tu fais ton étude marketing en fait. À qui ça va s'adresser, à qui tu vas pouvoir revendre ce bien. Donc ça c'est les 2 premiers éléments hyper importants. 3e élément, le prix d'achat, ta négociation. Les meilleurs coûts, tu vas les faire sur des prix d'acquisition défiant toute concurrence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être hyper sélectif. Donc, de la même façon où tu dois connaître ton prix de secteur, ton prix au mètre carré, tu dois absolument essayer de tirer le prix le plus intéressant. Ça paraît, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais néanmoins, c'est la réalité. Pourquoi on a fait autant de marge sur nos projets? Parce que nos prix d'achat étaient quasiment 2 à 3 fois inférieurs au prix de marché. Et notre bascule, on l'a réalisé comme ça sur ces opérations-là. Donc il y a un moment, on ne va pas réinventer la roue. Il faut juste être en capacité de mettre en avant des arguments pour pouvoir, si le bien affiché n'est pas au prix que tu veux, pouvoir le tirer au prix que tu veux. Ou des fois, tu as des anomalies de marché, comme c'est le cas sur l'appartement de Rennes, comme c'est le cas sur l'immeuble, la nouvelle opération qu'on va faire, ce sont des anomalies de marché. Donc qui dit anomalie de marché dit 2 choses, dit réactivité primordiale. Tu dois être en capacité à faire une visite quasiment du jour au lendemain ou dans la journée
pour voir cette anomalie de marché. Donc là, en l'occurrence, sur cet immeuble-là qu'on va démarrer grâce au financement de la banque, je connaissais pas l'agent, mais par contre, j'ai su me montrer convaincant, professionnel, ne serait-ce que par téléphone, rassurant pour lui, pour décrocher une visite le plus vite possible. Et tout ça, c'est vraiment les techniques de professionnel, vraiment, encore une fois, que j'enseigne à travers ma méthodologie, à travers mon accompagnement. Tu dois te différencier, tu dois sortir du lot. Ça, c'est primordial. Autrement, tu dois... alors, je reprends un peu mes notes au fur et à mesure. Donc, je te disais, la réactivité, pour faire ta visite, tu dois également être en capacité à prendre une décision dans l'instant T, quasiment. C'est-à-dire que tu dois avoir récolté le max d'infos, étudier ton dossier avant même de le visiter, si bien que quand tu le visites, comme je te l'ai raconté sur cet immeuble-là, moi je sortais de la visite, en fait, tous les feux étaient ouverts, j'avais aucun red flag, je connaissais mon prix de marché, je connaissais mon prix de sortie, etc. etc. Et donc, j'avais plus qu'à dire, ok, j'y vais. Et typiquement, si c'était pas moi qui l'achetais, c'était le prochain investisseur, compétent en tout cas, qui allait le prendre. C'était une évidence tellement c'est un ovni ce projet. Et ce qui s'est passé sur la première opération de l'appartement, en leçon également, c'est établis ton réseau. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui pensent que ça tombe tout cru sur le bon coin. Déjà, le bon coin, tu peux avoir des OP, mais dis-toi que ça s'adresse à tout le monde. Donc les meilleurs coups, même si elles sont sur les plateformes, elles ne seront pas sur le bon coin. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je dis que s'il y en a, tu dois faire preuve de la qualité précédente, à savoir la réactivité. Et ensuite, être en capacité, du coup, à te décider rapidement. La prise de décision, elle doit être quasiment instantanée. Tu ne dois pas laisser l'opportunité à quelqu'un d'autre de saisir ta chance. Donc voilà. Donc tout ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est vraiment des leçons hyper importantes à retenir. Ensuite, sur des choses qu'on n'a pas réussi à négocier et à mettre en place pour l'instant, ce qui nous aurait potentiellement permis d'enchaîner plus vite, c'est cette fameuse pré-commercialisation, à savoir pouvoir revendre les biens avant même d'être propriétaire. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à les faire passer. Ça fait partie clairement de nos axes d'amélioration. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a encore des axes d'amélioration à faire pour nos prochains projets. La nouvelle OP sur laquelle on attend notre retour d'offre, on a demandé cette clause de pré-commercialisation dès le début parce que ça fait partie de nos conditions. Donc voilà, la préco, ça va te permettre finalement de gagner du temps. Tu n'es même pas encore propriétaire que potentiellement tu as retrouvé des acquéreurs et tu signes des compromis beaucoup plus rapidement et tu avances beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça aussi que notre démarrage, il a été un peu long parce qu'on n'a pas réussi à placer ces offres-là, ces conditions de préco. Enfin, j'ai encore 2 leçons que je me suis notées. Éviter à fond les travaux, vraiment. Moi, j'ai pour le coup sur du marchand là, avec la rénovation de la maison néo-bretonne, les travaux nous ont mis dedans. Ça s'est pas passé, ça a été chronophage, on a perdu de l'argent entre guillemets, on a margé mais forcément, on a perdu du temps et de l'énergie à gérer des travaux. Et clairement sur mes prochaines OP, je veux pas de travaux. Donc ça c'est vraiment une leçon importante pour moi. Après encore une fois, chacun voit midi à sa porte, comme il y en a qui vont kiffer faire des travaux pour des opérations de marchand. Aujourd'hui, avec Paul, on a décidé de pas s'orienter sur cette typologie de biens-là pour pas avoir à gérer justement cette notion que je t'expliquais précédemment de temps, énergie, charge mentale, etc. On n'a pas envie de le faire sur du marchand. On en a assez. Moi, j'en ai assez avec mes clients sur les accompagnements que je vais faire. Je veux pas le faire sur du marchand. Et enfin, se focaliser davantage sur des petits produits. Les petits produits, à savoir des produits qui vont être aux alentours des 100 000 euros maximum pour justement avoir des produits qui vont être très liquides et qui vont s'adresser justement, encore une fois, on réfléchit à la cible, à qui ça s'adresse, mais qui vont s'adresser finalement à beaucoup de portefeuilles, du primo-accédant, de l'investisseur et en laissant finalement une poire pour la soif, comme on dit. Je crois que c'est ça l'expression, si je dis pas de bêtises. En leur laissant la possibilité de faire les travaux par eux-mêmes par la suite, comme ça, et tout le monde est gagnant. Pour te donner un ordre d'idée sur cette dernière opération-là, l'immeuble de 4 lots, on l'achète 800 du mètre, on le revend aux alentours de 1005, 1006 et le prix de marché est à 2004. Donc en fait, aujourd'hui, tout le monde est gagnant. Nous, on fait une belle opération avec 45-46% de marge. L'acquéreur, il va quand même l'acheter quasiment 1000 balles en dessous du prix du mètre, donc il fait également une bonne affaire. S'il fait les travaux par lui-même, le petit coup de rafraîchissement,
eh ben, il aura un bien en coût de revient qui sera clairement en dessous du prix de marché. Et s'il délègue ses travaux, eh ben, il aura un coût d'acquisition, en tout cas qui sera certainement inférieur au prix de marché ou au maximum au prix de marché. Donc lui aussi fera une bonne affaire. Et donc finalement, c'est vraiment ça, c'est à qui tu t'adresses, avoir des produits qui vont être liquides. Typiquement pour notre première opération là sur l'appartement de Rennes, on était sur un prix de revente aux alentours des 230 000 euros. On avait moins d'acquéreurs forcément, en plus c'était à l'époque où les taux étaient encore plus hauts que ça, donc tu avais moins d'acquéreurs potentiels dessus. Donc on a réussi en projetant les gens à leur vendre, mais on se rendait bien compte qu'il y a beaucoup moins de demandes finalement que sur nos petits produits où là on s'est fait exploser de messages. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, le dernier appartement là sur la 3e opération, il a été 24 heures en ligne. On a reçu 10 messages, on a fait le tri, et on a eu une offre au prix sans condition de financement. Donc, encore une fois, il faut connaître sa cible, il faut connaître son secteur. Ça ne s'invente pas, les amis, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'expérience, c'est de l'expertise. Et c'est tout ce que j'apprends finalement, moi, dans mon accompagnement, dans ma méthode. Voilà, je vous fais gagner du temps. Je vous fais gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, ça c'est clair et net. Donc voilà. Voilà un petit peu les amis, sur ce podcast, j'ai envie de dire improvisé, qui dure quand même 41 minutes, 42 peut-être au moment où je conclurai. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi, dès que j'ai eu la réponse tout à l'heure du courtier pour notre rendez-vous bancaire, je me suis dit putain GG, faut que tu sortes ce podcast-là sur le marchand avec les leçons que tu en as tirées, le retour d'expérience, etc. Parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Je sais, je rencontre de plus en plus de personnes à travers des événements, des conférences ou autres, des after-work, etc. Et sur le papier, le métier de marchand, on se dit ouais putain c'est mortel, c'est trop bien, on gagne pas mal de sous. Oui, sur le papier c'est bien, mais encore une fois, pour moi ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Il faut un minimum de background. Tu t'inventes pas marchand si tu n'as pas de connaissances en immobilier, si tu connais pas ton secteur, si tu connais pas tes coûts de travaux, ton optimisation de DPE. Tu as quand même des connaissances, tu as des compétences indispensables à maîtriser avant de te lancer. Sinon, pour moi, tu vas à la catastrophe. Et encore plus quand tu joues, entre guillemets, quand tu investis l'argent qui n'est pas le tien pour démarrer. Donc vraiment, warning, attention les amis, il y a des compétences vraiment transverses et indispensable pour moi pour bien démarrer et se lancer sereinement. C'est vraiment tout ce que je dis à chaque fois, c'est l'IMO d'une manière générale, c'est trop bien, mais par contre, faut maîtriser son risque, faut maîtriser son projet parce que je vois trop de dossiers qui sont casse-gueule et ça me fait mal pour les gens parce que en fait, s'ils avaient la bonne info, les bons contacts potentiellement, ils feraient pas ces conneries-là. Et c'est comme ça. Donc tant pis pour eux, il y a un moment, il faut aussi se prendre en charge et être responsable. Donc voilà les amis, si ce podcast n'a plu, n'hésite pas encore une fois à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu me regardes sur YouTube, je veux bien un petit commentaire de ta part. Et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de La Fabrique des investisseurs. Portez-vous bien, c'était Jérôme. Ciao ciao.